je suis vraiment content que vous soyez là. Je reviens de Bangkok, en Thaïlande. J'en ai encore plein les yeux. C'est une ville immense, avec plus de 6 millions d'habitants, 10 fois plus grande que Paris. La ville des extrêmes a plusieurs facettes, tout comme le nom de Bangkok, d'ailleurs, que les Thaïlandais appellent Krung Thep, qui est l'abréviation du nom de ville le plus long du monde. Impossible à prononcer. Je vous l'écris. Et ça veut dire grande cité des anges, hôtel suprême des joyaux divins, forteresse invincible, vaste et sublime royaume, etc., etc. Que de poésie pour commencer. Non, c'est peu dire si cette ville ne se comprend pas du premier coup. Vous allez voir, c'est surprenant ce que Bangkok m'a dévoilé de l'intérieur. Déjà, le premier jour, en descendant à la station Siam, je tombe sur un endroit étonnant. C'est carrément sous les 2 lignes de métro, au pied d'un grand hôtel. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire d'Erawan. Et là, j'ai rencontré Jean-Marcel, un universitaire canadien, installé à Bangkok depuis 13 ans. Il m'a tout raconté. Vous savez, architecturalement en Thaïlande, chaque maison comporte ce qu'on appelle une petite maison des esprits. Et ce petit sanctuaire que vous voyez là, c'est la maison des esprits du grand hôtel qui se trouve à côté, l'hôtel Erawan. Selon l'histoire locale, il y a eu beaucoup d'accidents très graves pendant la construction de cet hôtel. Un jour, on a fait venir les moines pour bénir le chantier et ils ont conseillé de faire construire ce sanctuaire. Et à partir de ce moment, tous les accidents ont cessé. Alors la notoriété du sanctuaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Et les habitants de Bangkok viennent maintenant par milliers pour déposer des offrandes et surtout demander protection. Tous les gens de Bangkok s'arrêtent ici pour venir offrir, comme vous voyez, de l'encens, des fruits et des fleurs. Ces fleurs que vous voyez là, par exemple, j'ai déjà causé avec le gardien qui me disait qu'à toutes les 3 heures, il fallait enlever les fleurs tellement il y en avait. Du point de vue spirituel, c'est l'esprit du sanctuaire censé manger ces choses. Mais comme le disent les Thaïs, parfois avec un petit sourire d'ironie, ils nous en laissent. Et puis ici, il y a un vrai spectacle, mais vraiment un spectacle authentique. Parce que dans ce sanctuaire, on peut aussi offrir des danses au dieu Indra, le fameux dieu qui voyage sur un éléphant. 200 bahts la danse, 4 €, c'est pas cher. L'origine des danses traditionnelles thaïs, sont des danses indiennes qui ont été adaptées dans la culture thaï. Ce lieu est un haut lieu de la Thaïlande parce que nous y sentons plus qu'ailleurs qu'il n'y a pas de rupture entre le monde spirituel et le monde terrestre. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. C'est vraiment quelque chose d'important pour bien comprendre la Thaïlande, et les Thaïlandais en particulier. Alors quand vous arrivez, venez allumer une bougie, ou vous payez une danse, ça ne peut pas faire de mal. À Bangkok, il y a 2 lignes de métro. C'est pas le moyen le moins cher pour se déplacer, mais moi, j'avais pris une carte d'abonnement. C'est beaucoup plus économique si vous restez quelques jours. Pour éviter les embouteillages et les grandes chaleurs, c'est un bon moyen. Les rames sont climatisées. Quand c'est la fournaise, ça permet de respirer. Alors comme prise de contact avec cette ville, relativement nouvelle, elle n'a pas plus de 200 ans, je suis allé visiter la maison de Jim Thompson, un havre de paix à 2 pas des grandes artères. Je vous explique. Jim Thompson, c'est le premier qui a fait connaître l'art de vivre du Siam. Il est né en 1906 aux États-Unis, où il devint architecte. En 1940, il s'engage dans l'armée, ce qui fut pour lui un vrai tournant dans sa vie.
car après un entraînement de fou dans la jungle, il intègre les services de la CIA. Et c'est comme ça qu'il découvre l'Asie et la Thaïlande en particulier. À la fin de la guerre, devenu correspondant des services secrets américains, eh bien, il s'installe en Thaïlande et remet sur pied toute l'industrie de la soie, complètement laissée à l'abandon à cette époque. Les Thaïs ne s'intéressent plus à la soie. Dans les années 50, la tradition est presque complètement partout. Et c'est lui qui le fait revivre, la tradition de la soie. Et il se débrouille si bien qu'il fait une véritable fortune. Et que ces tissus servent par exemple au film Ben-Hur, à Anna et le roi, à la déco du château de Windsor. Rien que ça, c'est pour dire l'importance du succès. Et la maison est l'exemple parfait de l'art de vivre du Siam. Pilotis pour la sécurité, tech pour la solidité, climatisation naturelle grâce aux ouvertures de toutes parts, aux jardins, aux fontaines. Cette maison, c'est la maison traditionnelle thaï et il y a en tout 6 maisons. La plupart viennent d'Ayutthaya, l'ancienne capitale. Il les a fait démonter pour les remonter ici. C'est la maison thaï traditionnelle. C'est une seule pièce, une maison. Mais ces 6 maisons, elle fait réunir selon un plan occidental. La fin de Jim Thompson est très mystérieuse. L'empereur de la soie a disparu dans la jungle malaise en 1967 sans laisser de traces. Plein de légendes circulent sur sa disparition. Enlèvement par les Birmans, coup monté par la CIA, vengeance de la mafia, accident dû à un tigre. Nous ne le saurons jamais. En tout cas, ne ratez surtout pas la visite. Maintenant, direction plein nord, où Jean-Marcel m'a invité pour visiter son quartier. Le tuk-tuk, c'est un bon moyen pour se déplacer. Mais il faut absolument négocier le tarif de la course avant le départ, parce que pour les touristes, c'est forcément plus cher. Une des clés pour bien voyager, c'est d'apprendre les rudiments de la langue. Comment dit-on bonjour en thaï ? Sawadee krap. Ça veut dire prospérer bien. Sawadee krap. Et merci. Kop kun krap. Le mot krap, c'est un petit mot de politesse qu'on met à la fin de toutes les phrases. En fait, les hommes disent krap et les femmes disent kar. Et quant au geste du salut le wai, ça paraît facile à première vue. Et c'est d'une telle complexité le why qu'il vaut mieux s'abstenir, ne pas le faire, parce que, par exemple, il faut que ce soit toujours le plus jeune qui salue d'abord. Si vous le faites de façon inopportune, selon les légendes, votre vie est raccourcie d'un jour. Il faut savoir que la ville est divisée en immenses artères saturées de voitures et en soi. Les soi, ce sont les ruelles ou les impasses où les voitures ne circulent presque pas. Ce sont des villes à elles toutes seules. Et Bangkok est composé à près de 90% de soi. Un soi est une civilisation en soi, vous avez tout. J'ai ici 25 restaurants, 3 salons de beauté sur environ 300 mètres. C'est une sorte d'autarcie. On peut vivre dans un soi sans sortir pendant des semaines. Je suis des semaines sans sortir de mon soi. C'est ça qu'il aime, Jean-Marcel. Ça lui permet d'écrire ses livres. D'ailleurs, je vous conseille de lire ses Lettres du Siam, où il y parle entre autres de la cuisine thaï. Pour lui, Bangkok est une immense cuisine à ciel ouvert. Il faut dire qu'il y a plus de 500 000 restaurants dans la ville, autant dire partout. Un jour, vous pouvez manger 2 fois, le lendemain 5 fois, selon les besoins, selon le temps dont vous disposez. De la plus petite gargote au plus grand restaurant du monde, vous pouvez manger de tout 24 heures sur 24. Et même dans les rues, la cuisine est excellente. Mais si. Il faut dire qu'il y a une très grande tradition culinaire. Vous savez, pour être engagé dans un grand hôtel comme cuisinier, il faut connaître par cœur 1000 recettes. Ce que j'aime aussi, c'est la manière de partager le repas. Au restaurant, tous les plats sont mis en commun et chacun prend un peu de tout. Du quartier de Jean-Marcel, on peut rejoindre à pied l'un des plus grands marchés de Thaïlande, Chatuchak, ouvert tous les week-ends.
une incroyable caverne d'Ali Baba. 15 000 stands répartis sur 11 hectares. Chatuchak est organisé par secteur. Vêtements, antiquités, animaux, plantes, bijoux, il y a de tout. Avant d'y aller, ne pas oublier une bonne paire de chaussures, un sac vide et un porte-monnaie bien rempli. La Thaïlande, c'est le royaume de la copie, ça fait partie du charme. Et sachez qu'il est quand même interdit de rapporter des imitations de grandes marques. Et puis, en cherchant bien, dans le fond, après le marché des animaux, vous trouverez une autre curiosité. Les Thaïlandais adorent parier. Ici, ils parient sur les poissons, mais pas n'importe lesquels. Les praquettes ou bêta, de véritables petites teignes. C'est plus fort qu'eux. Les mâles ne supportent pas la présence d'un autre mâle. Et dès qu'ils se voient, ils veulent se tuer. Pour les distinguer, on sélectionne un rouge et un bleu. Et après une courte période d'observation, les paris tombent. On ne mise jamais de grosses sommes. C'est plus pour l'amour du jeu. N'empêche, il y a des champions. Celui-là a gagné 5 combats. Si vous gagnez 1000, si vous perdez, vous donnez 1000. Il faut juste savoir miser sur le bon cheval. Enfin, façon de parler. Pour le shopping, les Thaïs préfèrent les centres commerciaux. Normal, ces lieux ultramodernes sont climatisés. Ça permet d'éviter la moiteur tropicale, insoutenable en été. On trouve, en plein centre de Bangkok, des dizaines de shopping centers, tous aussi gigantesques. Les jeunes viennent surtout après les cours pour se détendre, pour manger, voir un film, écouter de la musique ou chanter dans les karaokés. C'est un truc qu'ils adorent. Moi, je m'appelle Narumon en Thaï. Et c'est difficile, n'est-ce pas, à retenir. Avec sa copine Nin, elles m'ont fait découvrir le dernier hobby des jeunes Thaïs. Leur truc, c'est jouer aux stars en se payant une séance photo dans un studio de pro avec plein de décors différents. On vient ici entre amis, en amoureux, en famille, toujours dans une ambiance bon enfant. C'est le côté ultramoderne de la ville. Faut dire que dans ce pays, toutes les idées sont possibles à réaliser. La magie du numérique. On branche, on télécharge, on choisit la disposition avec des décors, 3 photos, et le tour est joué. Pour moins de 10 € la séance, vous devenez une star. Et vous pouvez le prouver. Pour changer de la frénésie de Bangkok, j'ai décidé de séjourner à la Thai House, une guest house pas comme les autres. C'est en périphérie, et le trajet est déjà une aventure. Il faut naviguer sur les klongs, ces canaux qui maillent la ville. Ils servent à canaliser l'eau et à limiter les crues. Pendant longtemps, ils remplaçaient les rues, mais beaucoup ont été recouverts pour laisser passer les voitures. Heureusement, il en reste encore beaucoup, surtout sur la rive ouest du Chao Phraya, le fleuve. Et la vie reste bien présente. Voyez le bateau banque, les magasins, les restos flottants. C'est l'une des faces cachées les plus fascinantes de Bangkok.
La Thai House est une maison d'hôtes dont l'architecture, tout en teck, s'inspire de celle des bâtisses que l'on construisait à la fin du 19e siècle dans la région d'Ayutthaya, l'ancienne capitale. Elle appartient à Kum Pip, qui en a fait un endroit vraiment raffiné, à l'image de celle de Jim Thompson. Mais à 1400 bahts, la chambre double, moins de 30 €, avec le petit déjeuner, c'est vraiment parfait pour passer une nuit calme. Et le matin, à 6 h, Kum Pip m'a invité à l'accompagner au marché. Et ça tombait bien, parce que je voulais prendre un cours de cuisine avec elle. Et pour savoir ce qu'on met dans son assiette, rien de mieux que de voir à quoi ça ressemble à l'étalage, n'est-ce pas? Alors ce petit bain dans la vie locale, c'est vraiment un moment fort. Pour 3 sous, vous trouvez de tout. C'est vraiment un pays qui regorge de victuailles. Ce qui est drôle, c'est qu'ils se servent de la feuille de bananier pour tout emballer. C'est bio et ça conserve drôlement bien les aliments. Les Thaïlandais ont l'art et la manière pour la présentation culinaire. Un simple ananas ou cette sorte de pomelos, oh pardon, ces fruits, préparés par eux, ça devient de la sculpture et ça donne faim. C'est drôlement agréable ce sens du service qu'ils ont. Et puis il y a plein de fruits que je ne connaissais pas. Le rambutan par exemple, dissimule un fruit blanc super bon. Il y a aussi le mangoustan, le fruit du jacquier, le carambole. Il faut tous les goûter. Quoique, certains sont vraiment spéciaux, comme le durian, je vous en reparlerai. C'est comme le rat grillé, mais on n'est pas obligé. Just black coffee and sweet. En revanche, A little bit. je vous recommande le petit déjeuner thaï. Du café, du poisson, du riz, du soja. Les Thaïlandais ne distinguent pas les différents repas de la journée. Si on a faim, il faut le manger, même épicé, pour les connaisseurs. Coffee with milk. Et si vous voulez commencer la journée avec un goût sucré, je vous recommande les crêpes au lait concentré sucré. Un vrai régal. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Petit cours de cuisine avec Kum Pip. Au programme, le Tom Yam Kum, une soupe épicée aux crevettes. C'est pas si difficile, il faut juste être attentif et ne pas oublier le moindre ingrédient. Pour commencer, les crevettes. Kung. Ça, c'est du gingembre. L'autre, c'est du galanga. On n'utilise que la racine, pas la tige. On découpe le gingembre en rondelles et on l'écrase ensuite pour libérer son arôme. Ça, c'est de la stronnelle. La partie blanche et violette a plus de goût que la partie verte. On coupe la stronnelle en rondelles obliques et lorsqu'on attend la partie verte, on coupe en 3 morceaux. Ça, c'est la feuille de bergamote. Elle est double comme vous pouvez voir. Et voici le fruit de bergamote. On l'appelle aussi strong kaffir. On utilise les zestes de fruits pour donner du parfum. Les feuilles aussi ajoutent de la saveur. Il faut bien enrouler et découper en petites lanières et on peut manger comme la stronnelle quand c'est découpé bien finement. Attention les doigts! En cuisine, on préfère la couleur verte à la couleur rouge. Voici les champignons. Ils poussent dans la paille, donc il faut couper le tour. Attention, coupez très fin, sinon vous perdez trop, vous allez perdre le goût. Ne coupez que le bord.
Et les piments, incontournables dans la cuisine thaï. Mais attention, il faut savoir lequel utiliser. Et mieux vaut ne pas avoir la main trop lourde, sinon c'est la mise à feu garantie du palais. Si vous voulez que ça ne soit pas trop fort, il faut couper en biais parce que c'est les graines qui sont très très fortes. Pour le goût salé, on utilise le nuoc mam, la sauce de poisson. Il faut la choisir de couleur claire, un peu la même couleur que celle de whisky. Voilà, la préparation est finie. C'est ce qu'il y a de plus long dans la cuisine thaï. Voyons ce qui se passe ensuite. La cuisson, c'est simple. On met l'astronelle, l'échalote, la galanga, les feuilles de bergamote. Ensuite, on ajoute les crevettes. On ajoute les champignons et la sauce de poisson. On mélange, on coupe et on porte à ébullition. C'est rapide à préparer et c'est bon pour la santé. Pour servir le tom yum, on écrase le piment d'abord et on ajoute le citron ensuite pour que ça ne noircisse pas. Puis on met encore de la sauce de poisson, de coriandre et on verse de la soupe dessus. Et voilà, c'est prêt. Si vous avez des invités, succès garanti. Le lendemain, pour mieux comprendre le pays, je me suis levé aux aurores pour assister aux offrandes faites aux moines. Bouddhiste à 95%, la population de Thaïlande est extrêmement pieuse et la tradition veut qu'elle nourrisse ses religieux. Tous les matins, à 7h, c'est le cortège autour des temples. Et chacun apporte ce qu'il peut pour nourrir les moines. Des fleurs, des fruits, du riz, du savon, de l'eau même. Et les marchands du temple en profitent. On trouve des kits d'offrandes soigneusement préparés, avec de la lessive, des lampes de poche, des parapluies, des boissons, des allumettes, du café, de vraies pochettes surprises pour les moines. Les bouddhistes viennent acquérir des mérites pour obtenir un bon karma, une meilleure prochaine vie si vous voulez. Les moines étant pieds nus, il convient de se déchausser pour leur donner leurs offrandes. Ceux qui les suivent en civil, ce sont les déquats, les assistants des moines. Ils donnent de leur temps pour l'organisation de la vie monastique. Ce matin-là, j'ai rencontré Claude Hart. Il vit en Thaïlande depuis bientôt 20 ans et a passé beaucoup de temps avec les moines. J'ai vécu dans plusieurs temples, dont deux temples forestiers. Les temples forestiers imposent à ceux qui y logent une discipline beaucoup plus stricte que dans les temples normaux. Donc dans les temples forestiers, on n'a droit qu'à un seul repas par jour, à 8h du matin, après le repas des moines, et c'est tout, jusqu'au lendemain. Le restant de la journée doit se passer en méditation. Certains fidèles préfèrent vivre une vie encore plus stricte pour avoir plus de mérite dans leur vie ultérieure. Et pour eux, les temples forestiers sont un endroit idéal. Un moine ne peut être moine qu'à partir de 20 ans. Lorsqu'il n'a pas 20 ans, on l'appelle naine et n'a pas ni les obligations des moines, ni non plus le respect que l'on doit aux moines. C'est une sorte d'apprenti moine, mais il porte déjà la robe orange. On voit d'ailleurs des moines très très jeunes, de 10-12 ans, qui sont déjà habillés de la robe orange. Mais donc dans ce cas-là, ce sont des naines. Chaque fois qu'il y a un Wan Prat, c'est-à-dire un jour des moines, l'un des moines doit réciter les 227 règles que doit respecter un moine dans sa vie quotidienne. Ça s'appelle le Patimok. C'est une récitation de 40 minutes à débit rapide. Ces règles, par exemple, de perfectionnement, viennent de réalités pratiques. Ainsi, on avait dit aux moines, il est interdit de boire de l'alcool, ni seul, ni avec quelqu'un. Et un jour, on a trouvé un moine dans la forêt
qui buvait de l'alcool entouré de singes. On a voulu le défroquer, il a dit non, je respecte la loi. Je ne suis pas seul puisqu'il y a des singes et je ne bois pas avec quelqu'un. Et depuis lors, on a modifié la règle qui est devenue il est interdit de boire de l'alcool, point. Donc un moine en Thaïlande n'est pas comme un religieux chez nous. Chez nous, un religieux prononce des vœux. Ici, ce ne sont pas des vœux à perpétuité. On devient moine pendant un certain temps. On peut le rester toute sa vie, mais on peut quitter l'habit et le reprendre plus tard, à volonté. En fait, c'est quoi exactement le bouddhisme? Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas réellement une religion dans le sens où on l'entend, c'est plutôt un mode de vie, une philosophie. Dans le bouddhisme, on ne croit pas en Dieu. Et Bouddha est représenté tel qu'il est uniquement parce que c'est lui qui a mis au point ce fameux système qui s'appelle Dhamma et qui est l'organisation morale des bouddhistes. Donc le bouddhisme est fondé sur la métempsychose, la réincarnation, de vie en vie jusqu'à ce qu'à un moment donné, la dernière vie soit tellement parfaite que celui qui la vit n'ait plus besoin de renaître pour la perfectionner. Quand on visite le Wat Po, le plus vieux et le plus grand temple de Bangkok, on comprend mieux. Le Bouddha couché, à l'entrée, donne le ton, 45 mètres de long, 15 de haut, entièrement recouvert d'or. La position couchée est celle qui précède le nirvana, point de libération des cycles de réincarnation. Pour moi, la grande force et la grande règle du bouddhisme, c'est le mot pali « metta » qui veut dire bienveillance. Il faut que cet amour soit universel. Et c'est pourquoi les bouddhistes, et d'ailleurs les Thaïs en général, sont tellement tolérants et tellement aimables autant que possible, même dans les circonstances difficiles. C'est à cause de cette metta. Le Wat Po fut un centre d'éducation très important au XVIIIe siècle. Et visiblement, la tradition perdure. C'est ici que furent pratiqués les premiers enseignements de massage thaï. Je vous montrerai. Pour éviter l'affluence touristique, un conseil. Venez visiter le Wat Po dès l'ouverture, à 8h30. C'est mieux. Bangkok est une ville d'eau, et les Thaïs se sont longtemps considérés comme les seigneurs de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde emprunte les bateaux-bus qui naviguent sur le fleuve Chao Phraya. C'est le moyen le plus rapide pour remonter la ville, et le moins cher, 10 bahts, 20 centimes. Vous verriez la dextérité avec laquelle les chauffeurs conduisent leur bolide. Mais attention en descendant. Avec les remous du bateau, il peut y avoir un espace avec le quai. Alors prenez garde à ne pas tomber, comme c'est arrivé à certains étourdis. Les touristes adorent se mettre à l'arrière du bateau, alors que les locaux se mettent à l'intérieur. Ils ont la hantise du bronzage. Une autre particularité de la Thaïlande, c'est le rôle et l'influence de la communauté chinoise dans la société. Seulement 12% de la population, mais près de 80% de PIB. On voit qui dirige. Les Chinois sont tellement intégrés qu'ils se sentent Thaïs à 100%, il n'y a pas de problème. Mais quand on se balade dans Chinatown, c'est un voyage dans le voyage. En me promenant, j'ai rencontré Visette, qui m'a guidé dans les ruelles. Mes grands-parents, qui sont nés en Chine, sont venus en Thaïlande vers les années 40 pour échapper à la guerre, à la famine, à l'invasion japonaise. Et donc ils sont venus en Thaïlande avec rien. À l'époque, les Thaïlandais vivaient encore sur l'eau avec des maisons sur pilotis, maisons en bois. La Thaïlande à l'époque, on n'avait pas de chaises et de tables. Même le mot table et chaise, tôt et kaoi en thaïlandais, et sont vraiment les mots chinois. Au détour des rues, Visette m'a emmené dans un petit temple, très différent des temples thaïlandais, tout en rouge.
Nous, les Chinois, on aime la couleur rouge parce que ça représente le bonheur, la prospérité. Et que veulent dire les caractères? Non, même eux, ils ne savent pas lire. Ah, la tradition se perd. Est-ce que les gens viennent prier et faire leurs offrandes? Oui, mais même moi maintenant, de temps en temps. Par exemple, quand je suis déprimé, c'est-à-dire que je rate des examens, par exemple, je viens pour faire la prière que là, il faut quand même que j'ai eu plus de, j'ai plus de chance. Même si je ne suis pas croyant, mais bon. C'est typiquement là où il y a l'hôtel chinois, on voit ça tout le temps. Et après que je fasse la prière, je vais ici pour bouler de papier pour que on pense que le fait de faire ça, l'argent soit envoyé vers des dieux, vers nos ancêtres. Après, ils nous donnent de la prospérité, du bonheur, quoi. Pas bête. Retour à l'envoyeur. เนื้อที่เท่าไหร่พี่ เนื้อที่300 ตารางวาแล้วอย่างห้องใหญ่ๆอย่างนี้มี30ห้องแล้วก็มีเจ้าข Et อง puis บ้าน ensuite, Visette m'a conduit au fond d'une petite ruelle pour me montrer la maison de sa tante. La maison est plus vieille que la ville. Elle a 226 ans. Et la septième héritière, parce que toi, pour ta vie, tu t'as là, ตอนนี้เสียแล้วค่ะ parce que son mari est déjà mort. Ils ont fait venir toutes ces maisons de Chine en Thaïlande. C'est pour ça que c'était vraiment chinois. C'est le protocole personnel du roi Ramasan, tu vois, c'est le père de son mari. Il est marié avec une Thaïlandaise en Thaïlande. Et il habite en face avec une maison à l'occidentale. Et oui, les nécessités de la vie moderne. 300 ตารางวาแล้วอย่างห้อง Avec un peu de chance, en vous promenant dans les rues de Bangkok, je suis sûr que vous profiterez, vous aussi, de l'hospitalité asiatique. Une des autres trouvailles de la restauration thaï, c'est le mélange du supermarché et du restaurant. Ça donne le Seafood Market. Leur slogan, si ça nage, nous l'avons. If it swim, we have it. Le principe est simple. Vous prenez votre caddie et vous faites vos courses, comme au marché. Du poisson, des fruits de mer, légumes de toutes sortes, fraîcheur garantie. Ensuite, passage à la caisse. Pas vraiment bon marché, pour tout dire. Et vous demandez la cuisson de votre choix. À la vapeur, frit, au four, au wok. Et on vous cuisine sous vos yeux ce que vous venez d'acheter. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous mangez. Mais attention, le petit piège, c'est qu'il faut payer à nouveau pour la préparation. À l'arrivée, ça augmente l'addition. Mais ça reste abordable, ne vous inquiétez pas. Rien n'est vraiment cher ici. Le lendemain, pour élargir mon horizon et sortir un peu de la ville, je suis allé à Muang Boran, Ancient City, le plus grand musée à ciel ouvert de la Thaïlande. C'est au sud de Bangkok. On prend un vélo et on part se balader dans le temps et dans la Thaïlande entière. Muang Boran, c'est un parc de 150 hectares qui a la forme exacte de la Thaïlande et dans lequel on se promène pour découvrir près de 120 monuments, temples, villages, maisons qui représentent l'histoire culturelle du pays. Ce parc, c'est l'œuvre de Prapai Viriabum, un concessionnaire automobile richissime, mais humaniste, et qui disait « Ce qui se passe aujourd'hui est l'effet de ce qui s'est passé hier. Par conséquent, pour mieux comprendre le présent, il est fondamental de connaître le passé. Autrement dit, l'ignorance mène au malheur et la connaissance rend libre. » D'ailleurs, le nom du pays en thaï, Muang Thai, signifie « le pays des hommes libres ». Toute une philosophie.
Depuis 1963, il a fait construire, selon les emplacements géographiques appropriés, selon les plans qu'il a retrouvés, ou parfois même selon son imagination, une myriade d'édifices absolument sublimes. Parmi toutes ces splendeurs, la reconstruction d'un palais d'Ayutthaya, le Samfred Prasad Palace, détruit en 1767 et reconstruit seulement d'après les plans, réinterprétés par les historiens et les archéologues. Là, ce pavillon totalement imaginé par le maître des lieux. C'est impressionnant le poids de la spiritualité dans la culture thaï. Et pour une pause, un village sur pilotis où l'on peut déjeuner à l'ombre, calmement. L'endroit est très fréquenté le week-end. Alors venez en semaine pour être tranquille et surtout, prenez votre temps. À quelques kilomètres au nord d'Ancient City, il y a un autre monument pour le moins éléphantesque. 43 mètres de haut, l'équivalent de 14 étages, la tête pèse plus de 100 tonnes. C'est l'Erawan Museum. Imaginé par le propriétaire de l'Ancient City, ce musée, en l'honneur de l'éléphant, a été réalisé après sa mort par son fils. Ouvert seulement en 2003, peu de gens connaissent l'endroit. Erawan est un personnage du Ramayana, la grande épopée indienne. Il prend parfois la forme d'un éléphant. C'est M. Sri Pirom, le conservateur du site, qui m'a tout expliqué sur ce fameux éléphant géant. Originellement, Erawan est la monture du dieu Indra, le dieu des dieux dans l'histoire de l'hindouisme et du bouddhisme. En fait, il n'a pas toujours la forme d'un éléphant, car c'est un ange comme les autres. Il se transforme en Erawan quand le dieu Indra veut se déplacer. C'est son véhicule. Normalement, il a 33 têtes, mais pour l'équilibre de l'architecture, c'était trop compliqué. Les 3 têtes le représentent déjà bien. L'éléphant est composé de 3 étages. Au sous-sol, la mer, dans le bâtiment rose, la terre, et dans le ventre de l'éléphant, le ciel. C'est à l'étage du ciel que seront bientôt entreposées les reliques du Bouddha. Et comme le monument musée n'est pas tout à fait fini, on peut y voir les ouvriers travailler les plaques de cuivre qui enveloppent toute la structure. Chauffé à blanc, le cuivre devient gris. C'est pas mal pour un éléphant. En tout cas, ici, on se sent vraiment tout petit. Après cette super journée, j'avais faim. Et vu que je n'étais pas très loin, j'ai voulu voir ce qu'était le plus grand restaurant du monde. Et oui, le Royal Dragon est inscrit au Guinness Book des records pour ses 3 hectares de superficie, ses 5000 couverts, ses 440 plats proposés, ses centaines de serveurs en patins à roulettes. Et la démesure, ça fait patiner. Et le must, c'est le serveur volant. Toutes les demi-heures, qui voltige au-dessus de nos têtes par un filin. Les costumes, la musique et les danseuses nous rappellent qu'on est vraiment dans un restaurant chinois, il n'y a pas de doute. Et tout ça est bon enfant, avec parfois des chutes fracassantes et des fous rires assurés. C'était vraiment l'endroit parfait pour bien conclure cette journée folie des grandeurs. En revenant sur Terre, je me demandais ce que tous ces gens vendaient dans la rue et regardaient comme ça à la loupe. Alors j'ai été voir de plus près.
Comme la plupart des religions qui mélangent le spirituel et les superstitions, mais le bouddhisme thaï s'accommode fort bien d'amulettes, de fétiches, de gris-gris et autres talismans. Et il y a un véritable marché consacré aux amulettes, avec même plusieurs journaux qui présentent leurs cotations, un peu comme l'Argus. Les amulettes se portent autour du cou, et certaines personnes peuvent en porter plusieurs. Elles sont souvent à l'effigie du Bouddha. La plupart servent de protection, et certaines peuvent même